On vit un moment un peu charnière épistémologiquement, à la fois dans la recherche et dans la pratique médicale. Et comme le mot épistémologie est quand même très rarement prononcé à la fois dans les facultés de médecine et dans les services cliniques, c'est quand même l'occasion de se dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ne le dit pas toujours? Il y a toujours des révolutions, et donc, à la fin, il n'y en a plus. Mais il y a un faisceau d'arguments que l'on voit arriver quand même et qui fait que l'intuition de Denis, de mon point de vue, elle est correcte. Et toutes les spécialités médicales ne sont pas logées à la même enseigne. Vous allez le voir. Hein, et la cardiologie a une place particulière. Vous savez, peut-être pas d'ailleurs, hein, puisque quand on est là à l'intérieur d'une discipline, on ne se rend pas compte, on la voit pas, on la voit que de l'intérieur, on la voit pas de l'extérieur. La cardiologie a une place particulière dans l'évidence-based médecine, comme la cancérologie. Hein, ce sont deux pôles très forts historiquement. Et alors nous, on est en pédopsychiatrie, on est complètement à l'opposé. Et d'ailleurs, on vit cette révolution de façon complètement différente. Alors, je vais d'abord commencer par un tout petit rappel historique pour bien planter le décor de l'émergence de l'évidence-based médecine, qui a été douloureux en fait pour les médecins et qui l'est toujours. L'évidence-based médecine est toujours douloureuse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que notre médecine occidentale à nous, elle n'est pas structurée autour de la statistique, hein, c'est la statistique qui structure l'évidence-based médecine, c'est la pensée épistémologique de l'EBM, c'est la statistique. Or, la pensée médicale occidentale n'est pas statistique, elle est biologique. Alors, c'est une évidence, hein, mais là aussi, prenons un peu de recul. J'ai compté pendant le premier et second cycle d'études médicales combien il y avait de cours de biotrucs, biophysique, biomathématiques, biochimie, histologie, anapath, enfin, voilà, vous voyez tout ce que je veux dire. 600 heures, en gros. Combien il y a d'heures de cours de psychologie médicale? Entre 5 et 10. Quand je dis ça en congrès à l'étranger, ça fait un blanc. Parce que, en fait, regardez la pratique d'un médecin généraliste et pesez l'importance de la psychologie médicale et de la biologie dans sa pratique. Ça se passe de commentaires. Donc, alors pourquoi c'est ça? Parce que la médecine occidentale est née au XIXe siècle de Claude Bernard, symboliquement, en France. Hein. Alors, Claude Bernard est moins connu à l'étranger qu'en France, mais quand même, c'est un personnage qui fait date, même dans la pensée médicale non française. Et donc Claude Bernard, Pasteur, avant, il y a une espèce de médecine métaphysique, hein, la théorie des humeurs, etc., la bile noire. Et d'ailleurs, vous savez ce que c'est que la bile noire? Ben, en fait, on ne sait pas trop. Mais c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas si c'est le sang de la rate, si c'est les sécrétions de la médulo-surrénale. Et en tout cas, vous voyez, on ne sait pas parce qu'en fait, ils n'avaient pas accès à l'anatomie. Ils parlaient de choses. Ils disaient on avait une bile noire. Mais en fait, ils ne regardaient pas ce que c'était, ils en parlaient juste. Et le flegme, vous savez, c'était une autre humeur, vous savez ce que c'était le flegme? Oui, c'était les sécrétions nasales quand on a un rhume. Ils pensaient qu'en fait, il y avait une communication entre les narines et le cerveau. Et donc, quand on se mouchait, c'était les sécrétions du cerveau qui coulaient dans le nez. Et que donc, les personnes qui se mouchaient souvent étaient flegmatiques. Vous voyez, c'était en fait un signe. Donc vous voyez la pensée médicale qui structurait avant Claude Bernard. Pour nous, c'est complètement fou. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, même avant-hier, on était à un repas à l'ambassade de Chine pour discuter de médecine chinoise traditionnelle et ils nous demandaient, mais vous, avez-vous une médecine traditionnelle française? Et en fait, non. Alors, on en a encore, on a des rebouteux. Certains de vos patients vont voir des rebouteux. Moi, j'ai des patients qui vont voir des rebouteux, et parfois ça marche. Parfois, le rebouteux arrive à guérir des patients que je n'arrive pas à guérir. Hein. Mais on est bien d'accord, chez nous, la médecine traditionnelle type rebouteux est quelque chose d'ultra marginalisé, tabou, on n'en parle pas, et même hors la loi. Hors la loi parce qu'elle est structurée autour d'une pensée humorale, etc., qui est complètement folle. Enfin, pour nous scientifiques, médecins scientifiques. Hein. Et donc, il y a une rupture majeure qu'il n'y a pas eu en Chine, il y a une rupture majeure au XIXe siècle,
on pense la médecine avec des fonctionnements d'organes, avec de la physiologie, et c'est un succès considérable. Notamment autour des maladies infectieuses, qui était quand même le principal problème de morbimortalité au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Là, c'était la tuberculose, la syphilis, enfin toutes les bactéries. Et donc là, on a une pensée biologique déterministe avec l'idée que les maladies sont codées par des causes et qu'en agissant sur les causes, alors on va guérir les maladies. Et ça marche. Et ça marche. Et du coup, même en Chine, aujourd'hui, il y a des cardiologues. Même s'il y a de l'acupuncture, quand même, si on a un infarctus du myocarde à Pékin, eh ben, on va avoir des stents comme ici, quoi. Donc, aujourd'hui, on a une médecine mondialisée qui est techno-scientifique, inspirée de Claude Bernard. Et d'ailleurs, du coup, il y a des cardiologues, des pneumologues, des neurologues. Vous voyez, la spécialité médicale se structure autour des organes, ce qui ne va pas de soi. On aurait pu imaginer, et d'ailleurs, il y a les urgentistes, il y a les médecins généralistes, il y a autre chose. Alors les psychiatres, on pourra en parler si vous voulez, qui obéissent à une autre logique que la logique d'organes. Donc il y a quand même à la marge, il y a une interrogation, mais de base, la médecine, notre médecine à nous, est une médecine d'organes, est une médecine qui s'inscrit sur la physiologie. Alors le problème, c'est qu'au milieu du XXe siècle, en fait, on s'est rendu compte que ça n'était qu'un demi-succès. C'est-à-dire que, en fait, les causes des maladies, c'est compliqué. Alors, avec la tuberculose, peut-être qu'on comprend un peu la cause, encore que. Si je vous demande, oui, comment on est conditionné, quelle est la cause de la tuberculose? Vous allez me dire que c'est le bacille de Koch. Or, il y a une vulnérabilité génétique à la tuberculose. Or, le niveau socio-économique est lié à la tuberculose. Vous voyez, hein, comme à force de ne penser que, en fait, le bacille de Koch est une condition nécessaire à la tuberculose. De dire quelle est la cause, c'est un abus sémantique. Il y a plein de causes à la tuberculose. Même la tuberculose, c'est compliqué. Même la tuberculose, c'est compliqué. Mais bon, comme c'est une condition nécessaire, le bacille de Koch, si on tue le bacille de Koch, on tue les tuberculoses. Donc du coup, ça marche quand même. Mais des conditions nécessaires à des maladies, même en cardiologie, c'est pas si simple que ça. Le cholestérol, ça peut donner l'infarctus, mais il y a plein de gens qui ont du cholestérol et qui n'en font jamais. Et puis, etc. Donc, et ça, on s'en est rendu compte au milieu du XXe siècle. On a buté sur la pensée bernardienne et son implication dans la médecine. Et c'est là que les gens, il y a et notamment en Amérique du Nord, des gens qui ont dit, en fait, il faut oublier tout ça. Et en fait, ce qui compte, c'est de proposer des traitements à des patients et des traitements qui marchent. Et donc, comment on va faire? On va se servir d'une méthodologie développée dans les années 20 par des statisticiens qui s'occupaient d'agronomie. Parce qu'il faut voir qu'au début du XXe siècle, manger, c'était plus important que soigner. C'est pour ça que la FDA, la Food and Drug Administration, c'était d'abord la Food Administration et après la Food and Drug Administration. La qualité de la nourriture, la qualité de l'eau étaient des problèmes de santé publique considérables. Donc, il y avait des statistiques en agronomie bien avant qu'il y en ait en médecine. Et Fischer, donc ce génie monumental de la statistique, qui a inventé en même temps les tests statistiques et la randomisation, avait proposé, dès les années 20, de tirer au sort les semences dans les champs pour voir ce qui marchait le mieux. Et d'ailleurs, on pourrait revenir dessus, ça a fait un scandale. Tirer au sort pour évaluer, c'est un scandale. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand on comparait des semences, on prenait les champs, on les coupait en deux, et à gauche on mettait une semence, à droite on mettait une semence, parce que c'était le même champ. Vous voyez, on a parié, comme on dirait. Et quand il a dit il faut tirer au sort, les gens ont dit mais c'est n'importe quoi, si on tire au sort, par hasard, on peut avoir des champs différents. Donc quand on tire au sort dans un essai randomisé, par hasard, on peut avoir des patients différents dans les deux groupes. Et pourtant ça marche. Et figurez-vous que même dans un monde médical universitaire à Cochin, ici, où on connaît l'EBM, demandez à des collègues, mais pourquoi finalement on tire au sort? Parce que si on tire au sort, par malchance, les groupes peuvent être différents.
comment ça marche quand même, eh bien, vous allez avoir un blanc dans la réponse. Et ça participe à cette interrogation autour de l'évidence-based medicine. On verra tout à l'heure qu'en fait, eh ben, ces fondements sont méconnus. Hein. On y attribue plus que ce qu'elle ne peut revendiquer. Et quand on attribue plus à quelque chose qu'il ne peut revendiquer, ben, il y a un moment, on s'en rend compte et la chose commence à s'effriter. Et donc, je reviens après la guerre. Hein. Donc, on fait des essais randomisés. Et puis, du coup, on peut en faire avec des choses qui n'ont rien à voir avec Claude Bernard, c'est-à-dire des interventions non médicamenteuses, voyez, où en fait la pensée biologique était très éloignée. Et ça marche, quoi. Ça marche extraordinairement. Et donc, les essais thérapeutiques ont envahi le champ de la médecine, globalement pour le meilleur. Globalement pour le meilleur. Alors, donc on pourrait dire très bien, où est le problème? Alors le problème, c'est que, en fait, vous voyez, il y a eu un partage épistémologique. C'est que la médecine que nous vivons maintenant, mais à partir des années 60-70, eh ben, il y a deux pensées qui cohabitent, une pensée biologique et une pensée statistique. Et en fait, ces deux pensées, eh ben, elles ne sont pas tellement compatibles. Et même, elles induisent des luttes de pouvoir. Et je suis persuadé qu'en cardiologie, je sais qu'en rhumatologie, c'est le cas, par exemple. Et je pense qu'en cardiologie, c'est pareil. Il doit y avoir des savants cardiologues qui sont plutôt biologistes et des savants cardiologues qui sont plutôt evidence-based medicine, plutôt statisticiens. Hein, ça doit être le cas, non? Et eh ben, les deux se regardent mutuellement avec une certaine perplexité. En général, les biologistes se considèrent comme supérieurs, comme savants. Hein. Et les statisticiens, enfin les cardiologues qui se revendiquent de l'évidence-based medicine se considèrent comme ayant en fait l'accès à la réelle connaissance du soin. Et donc il y a ce mépris mutuel qui structure notre monde médical. Alors ça se voit par exemple entre l'INSERM et le PHRC. Vous voyez tout ce que c'est le PHRC, hein. C'est beaucoup d'argent pour faire de la recherche clinique. Et puis l'INSERM, c'est beaucoup d'argent pour faire de la recherche médicale. L'INSERM a horreur de la statistique et de l'évidence-based medicine. Quoi qu'en dise le président directeur général de l'INSERM, si vous dites que vous faites de la recherche clinique à l'INSERM, vous êtes un has-been, hein, vous êtes un médiocre. Et au PHRC, on interdit tout projet qui pouvait relever d'une recherche fondamentale. C'est complètement interdit. Voilà. Et donc, bien sûr, l'INSERM veut récupérer l'argent du PHRC parce qu'il trouve intolérable qu'il y ait tant d'argent qui soit dépensé pour faire de la recherche sur le soin. Donc vous voyez, hein, même aujourd'hui, hein, il y a des luttes entre ces deux pensées médicales. Or, pourtant, quand on regarde dans le détail, elles cohabitent. Et vraiment, le lieu essentiel de la cohabitation, c'est par exemple le placebo. En fait, en principe, ça n'a aucun sens dans un essai thérapeutique de comparer à un placebo. Parce que je pense que vous ne prescrivez pas de placebo. Alors, ça peut arriver, hein. On est bien d'accord. Mais on rigole. Vous voyez, on dit, ah oui, j'ai prescrit un placebo. Mais bon, dans votre pratique clinique quotidienne de base, on ne prescrit pas de placebo. D'ailleurs, c'est pas si facile que ça d'en faire une ordonnance et d'en trouver en pharmacie. Hein. À part l'homéopathie. Mais mais je pense que vous ne prescrivez pas d'homéopathie. Ou alors en cachette. En cachette. Oui, mais d'ailleurs, et je ne dis pas ça en me moquant. Hein. C'est que, de mon point de vue, le placebo est un élément essentiel de la thérapeutique. Hein, est complètement sous-estimé. Et que les homéopathes, en fait, sont de grands prescripteurs de placebo. Et je ne dis pas ça en me moquant d'eux. Hein. On a une vraie marge de progression dans notre médecine à s'intéresser à ça. Mais enfin, en tout cas, en principe, on ne prescrit pas de placebo, et donc du coup, en principe, ça n'a aucun intérêt de comparer un médicament à un placebo, puisque si on fait un essai, c'est pour savoir si un nouveau médicament ou un nouveau traitement marche mieux que ce qu'on fait d'habitude, ou marche mieux qu'un autre traitement. Pourquoi on le compare à un placebo? Ben, vous le savez bien, c'est pour savoir si ça marche, vraiment. Mais vous voyez, ça, c'est pas une pensée EBM, c'est une pensée bernardienne. Je veux montrer que ça a une action spécifique sur le fonctionnement des organes ou le fonctionnement du corps, ou etc., plus ou moins. Et donc, donc c'est pour ça que par moment,
il y a des pruries. C'est-à-dire, on va dire, ah mais oui, mais alors, vous n'avez pas utilisé ce placebo. Ben oui, mais pourquoi j'en utiliserais? Et vous avez des gens qui vont discuter et qui ne vont pas se comprendre. Ils vont dire, mais non. Alors, je peux vous donner un exemple, hein, des exemples banals. Au PHRC, il n'y a pas longtemps, on a évalué le Qigong pour le sevrage de la cocaïne. Pourquoi pas, hein? Et donc, de toute façon, sevrer de la cocaïne, c'est pas facile. Donc, tous les plans sont bienvenus. Et pourquoi pas le Qigong? Donc, il y a un essai, mais alors, quel bras contrôle? Et donc, il y en avait qui voulaient un placebo de Qigong. Et il y a eu un débat très intéressant pendant une demi-heure. Doit-on utiliser un placebo de Qigong? Qu'est-ce qu'un placebo de Qigong, etc. Et vous voyez, en fait, ça n'a pas de sens parce que la notion de placebo, en fait, n'est pas une notion d'evidence-based medicine. C'est une notion, c'est un reliquat de la pensée bernardienne, et donc, qui est là parce qu'on en a besoin subjectivement, on a besoin sociétalement de pouvoir dire que nos traitements marchent vraiment, vraiment au sens de la biologie de Claude Bernard. Hein? On a besoin de ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre des placebos, mais ce n'est pas pour la pratique clinique qu'on en a besoin. Alors, du coup, donc on voit qu'il y a une véritable dialectique entre cette pensée bernardienne et cette pensée statistique, avec un prurit. Alors, un autre prurit qu'on a vécu, c'est à la commission de transparence, hein, vous savez, c'est l'institution française qui décide du remboursement des médicaments, donc c'est de l'évidence-based medicine, et il y avait une règle non écrite mais très forte qui était que le mécanisme d'action du médicament ne rentrait pas en ligne de compte pour la décision de son remboursement. Et donc vous voyez, là on est dans une pensée EBM manifestement anti-bernardienne. Hein, nous en fichons du mécanisme d'action. Parce qu'il y avait des firmes qui arrivaient en disant j'ai un anticorps monoclonal qui se fixe sur ce truc. Très bien, qu'est-ce que ça fait sur les gens? Ah oui, mais ça marche bien. Non, mais on s'en fout. Nous, on veut voir ce que ça fait sur les gens. Donc on peut dire, vous voyez, sauf que c'est à moitié vrai. Parce que quand il y avait un médicament dont on ne connaissait pas le mécanisme d'action, alors on disait, ah ouais, mais on ne connaît pas le mécanisme d'action. Et il y a eu une méta-analyse parue dans le Lancet des granules 30CH dans l'asthme sévère chronique. Eh bien, le résultat est significatif, avec un P à 1%. Et les auteurs concluaient, ou l'homéopathie marche, ou les essais thérapeutiques ne marchent pas. Et bien sûr, donc, on a une méta-analyse qui est sortie dans le Lancet et personne n'y croit. Bien sûr, moi, les granules 30CH ne marchent pas, versus placebo, hein, ne marchent pas dans l'asthme sévère chronique. Intrinsèquement, moi je veux bien que le placebo marche dans l'asthme, il n'y a aucun problème. Hein. Mais que ça ne marche plus qu'un placebo, je suis sûr, peut-être que je me trompe, mais je suis sûr que ce n'est pas vrai. Néanmoins, la méta-analyse est significative. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un biais de publication, bien sûr, c'est évident. C'est évident, comme il est évident que les méta-analyses ne sont pas le plus haut niveau de preuve dans l'évidence-based medicine, hein, c'est du baratin. Mais vous voyez, on peut pas, c'est pas si simple que ça, ni l'évidence-based medicine, ni la pensée biologique. Et donc on est obligé de cohabiter biologie et statistique. Hein. Alors la biologie, elle est forte pour trouver de nouvelles molécules. Si on n'avait pas de biologie, de recherche fondamentale en biologie pour trouver de nouvelles molécules, ben, on n'aurait pas l'Avastin, tous les anti-TNF-alpha, etc. Voilà. Hein. Et donc on soignerait moins bien nos patients. Alors... Là, quand même, comme on le voit à la transparence, d'avoir le mécanisme d'action d'une molécule, quand même, ça rassure. C'est-à-dire, on a l'essai, on voit que ça marche, mais de savoir comment ça marche, on se dit, ah bah ouais, c'est logique. Et c'est-à-dire, au-delà de ça même, ça donne du sens, si vous voulez. On a besoin, quand on soigne des gens, d'avoir du sens, de donner du sens à ce qu'on fait dans notre thérapeutique. C'est-à-dire, si je prescris ça, si je propose ça, je le fais parce que je sais que ça marche scientifiquement, mais je le fais parce que ça me fait sens. Et quand ça me fait sens, le patient, il sent que ça fait sens. Et donc quelque part, en fait,
eh bien, figurez-vous que la thérapeutique est susceptible de mieux marcher. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, qui est peu étudié, mais il y a quand même des trucs, hein, c'est que quand on croit à l'efficacité d'un traitement, c'est-à-dire le patient et nous, eh ben, le traitement marche mieux. Alors vous me direz, c'est très difficile à montrer expérimentalement, hein, mais il y a eu des études très astucieuses qui l'ont fait. Alors c'est dans la dépression, vous me direz, c'est la psy, mais bon, moi je suis sûr que dans l'hypertension artérielle c'est pareil. On a comparé l'efficacité des placebos dans les essais randomisés en double aveugle comparant un antidépresseur à un placebo en fonction du ratio de randomisation. Vous voyez, des fois on randomise 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3, pour des raisons éthiques. Hein. C'est-à-dire, il y a des patients, 1 pour 3, les patients ont moins de chances d'avoir le placebo que le médicament actif. Et les patients le savent, et le médecin le sait, puisqu'on le signe dans le consentement. Eh bien, plus le ratio est élevé, plus le placebo marche. Parce que les gens croient davantage en l'effet du traitement, puisqu'ils savent qu'ils ont plus de chances d'avoir le vrai traitement. Et donc même l'effet du placebo augmente. Donc on voit, c'est très astucieux comme démonstration, hein. Et je pense qu'on pourrait le faire dans d'autres spécialités médicales, ça marcherait. Et donc du coup, donner du sens, ça participe au fait qu'on croit à l'efficacité de la thérapeutique. Et donc, du coup, on en arrive à ce stade-là aujourd'hui. Donc, il faut être honnête, qu'on soit psychiatre, cardiologue, cancérologue, n'importe quelle spécialité médicale. Bon, les réanimateurs, c'est peut-être un peu à part, encore que. On est nourri d'une pensée biologique et d'une pensée statistique. On a besoin des deux. Et globalement, ça marche bien. Hein. Notre médecine, là, elle fait des progrès quand même, hein, quoi qu'on en dise. Hein, on a fait des progrès, et ces progrès continuent. En cardiologie, encore plus, peut-être que dans les autres spécialités médicales. Hein, l'infarctus du myocarde, dans les 30 dernières années, quand même, ça va mieux. Voilà. Alors, ça, dont acte. Mais ce qu'on sous-estime aussi, c'est qu'on y croit. C'est-à-dire qu'au fond de nous, quand même, on croit qu'on est arrivé. C'est-à-dire on croit que, avec la pensée biologique et la pensée statistique, on sait. On sait ce qu'il faut faire, voilà. Et que ceux qui ne sont pas dans ce trip-là, en gros, ils ne savent pas. Et donc, et pourquoi pas? Parce qu'on a besoin, si vous voulez, un médecin a besoin un minimum d'être sûr de lui quand il prescrit. C'est pour les raisons que je disais tout à l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les médecins font de mauvais scientifiques. C'est difficile, on oublie ça. C'est difficile d'être un scientifique quand on est médecin, parce que quand on est médecin, vous voyez, au début, on voit un patient, l'anamnèse, etc. Bon, on ne sait pas trop, on imagine. Et puis à un moment donné, on dit, bon, c'est ça, je prescris ça, quoi. Et puis une fois qu'on a décidé, on y va, quoi. Parce qu'il faut que le patient en fasse. Si vous doutez, si vous dites, ah oui, peut-être, mais alors, mais quand même, mais, etc. Hein. Exactement. Alors, il y a une exception, c'est si on est un patron connu. Alors, un patron connu, il peut dire « Ah, je ne sais pas ». Alors là, c'est, bien sûr, c'est aristocratique. Mais on a fait une étude qualitative comme ça en chirurgie. On a vu qu'il n'y a qu'un chirurgien respecté et ancien qui a le droit de dire qu'il ne va pas opérer un patient. C'est exact. Donc vous voyez, c'est injuste. C'est injuste quand on est jeune. Donc voilà, en tout cas, on a besoin, à un moment donné, on est affirmatif, c'est ça, et on y va, et on prescrit. Et quoi qu'on en dise, les patients apprécient ça. Hein. Et j'ai appris d'ailleurs qu'il y a des éthiciens qui le reconnaissent, il y a des papiers écrits dessus, ça s'appelle l'éthique de l'insouciance. C'est-à-dire que on aime, malgré toute la bien-pensance de l'empowerment de la médecine du XXIe siècle, eh bien les patients aiment garder un peu d'insouciance.
par rapport à leur état de santé, et d'avoir un médecin un peu autoritaire qui leur dit bah, c'est ça, on va faire ça, bah, ça leur va, quelque part. Alors, donc voilà, donc on pourrait dire on en est arrivé là, et dont acte, donc il n'y a pas de problème. Sauf qu'effectivement, en ce moment, les choses deviennent plus compliquées. Alors, la pensée biologique de Claude Bernard. Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant des derniers traitements anticancéreux et de leur mécanisme d'action. Ah ben, franchement, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. C'est extraordinairement compliqué de voir comment tel anticorps monoclonal va fonctionner dans le cancer du sein, HER2+, BCR, c'est... j'ai vu, récemment j'étais à une HDR d'un jeune neurologue et sur une slide il avait montré un peu tous ses travaux, il y avait 600 flèches sur une seule slide. 600 flèches. Et donc, on n'y comprend plus rien au sens propre du terme. C'est-à-dire, la biologie est devenue tellement sophistiquée, tellement compliquée, qu'il n'y a que des micro-groupes qui se comprennent entre eux. Comme les mathématiciens dès la fin du XXe siècle, quoi. Et donc, du coup, ça nous échappe, quoi. Nous qui sommes un soignant lambda, n'a plus accès à la crème de découverte biologique de sa spécialité. C'est devenu trop compliqué. Donc c'est une source d'angoisse. C'est que beaucoup de cancérologues aujourd'hui, quand ils prescrivent leurs médicaments, ne savent pas vraiment comment marchent leurs médicaments. Alors, premier point. Alors, en plus, vous savez qu'au-delà même de leur modèle, il y a leurs données. C'est que maintenant, en biologie, il y a de la omique. Vous savez, hein. Et que donc vous avez des millions de variables dans les jeux de données. Et que même les biologistes qui n'ont pas de culture statistique, ils ne savent même pas quoi en faire, hein, de leurs millions de variables. Et alors, premier point. Deuxième point, du coup les statistiques bougent, elles aussi, hein. Comme il y a des millions de variables, l'inférence statistique, comme je vous le disais, l'inférence statistique, elle est née en 1922 dans un papier où, à l'époque, leur taille d'effectif, c'était 10, 20, 30, 40. Hein. Et aujourd'hui, on a des millions. Les tests statistiques tels qu'ils ont été faits en 1922 sur des effectifs de quelques dizaines, ça ne marche plus quand il y a des millions de sujets. Ça ne marche plus du tout. Les petits p ne veulent plus rien dire. Hein. Et donc, le BM commence déjà à s'effriter parce que le paradigme statistique change. Et puis même au-delà de la statistique, comme le disait Denis dans l'introduction, en fait, on se rend compte que c'est compliqué. Je prends par exemple les antidiabétiques oraux, la metformine dans le diabète de type 2. Alors, ça fait diminuer l'hémoglobine glyquée. Ok. Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. C'est que si on la fait baisser, puis il y a la variance de l'hémoglobine glyquée, la variance de l'hémoglobine du sucre, et donc par moment, si c'est trop bas, les patients ils se cassent la figure, et donc c'est pas bon du tout, surtout qu'ils sont vieux. Et donc du coup, alors on fait des essais de morbimortalité avec la metformine, et le résultat est que, a priori, ça marche pas. Il y a une méta-analyse publiée dans le BMJ qui dit que la metformine, ça ne marche pas sur la morbimortalité. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a des nouveaux antidiabétiques oraux, je sais. Hein. Mais alors du coup, on ne prescrit plus la metformine ou on la prescrit? Figurez-vous que vous savez que les champions de l'évidence-based médecine, c'est les médecins généralistes. Hein. Ils ont une pensée EBM extraordinairement forte. J'étais à un congrès des enseignants de médecine générale. Il y a des collègues, de jeunes collègues qui disent, devant un diabète de type 2 récemment diagnostiqué, je prescris des IEC et d'une statine. Je ne prescris plus de metformine. Parce que c'est ce que dit l'évidence-based médecine. Et qui a raison? Et même, je ne sais pas, moi, ce n'est pas mon métier du tout, je n'en ai jamais prescrit. Mais sait-on vraiment à qui il faut prescrire une statine? Pourtant, il y a eu des dizaines de milliers de sujets inclus dans des essais thérapeutiques pour évaluer des statines. Et à qui doit-on prescrire une statine? C'est une question très compliquée. Alors, si on a investi peut-être des milliards d'euros
pour évaluer des médicaments et qu'on ne sait toujours pas à qui il faut les prescrire, c'est qu'il y a un malaise. Et donc, vous voyez que les deux pans, et la biologie et la statistique, c'est branlant. Et alors, c'est pas fini. C'est qu'en plus, quels sont les problèmes numéro un chez les patients qui sont hypertendus et qui prennent un traitement antihypertenseur? C'est qu'ils ne prennent pas leur traitement. On est bien d'accord. Hein. Enfin, je ne sais pas, moi. Mais en tout cas, c'est un problème. Mais là, par quel bout prendre ce problème? Par la biologie ou par les statistiques? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, il y a un nouveau malaise, d'ailleurs, que les collègues de Necker ont vécu il n'y a pas longtemps. Vous savez, les Necker a été l'initiateur de traitement des maladies du système immunitaire des tout petits enfants qu'on mettait sous bulle, vous savez, hein, et donc ils leur ont fait des traitements hyper sophistiqués qui font que, moyennant des immunosuppresseurs, etc., ils arrivent à vivre. Maintenant, ils ont 20 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent de prendre leur traitement et ils meurent. Et donc là, les collègues hyper savants de Necker se sont trouvés tout dépités parce que ils avaient gagné le truc. Et les patients, contre toute attente, arrêtent de prendre leurs médicaments et meurent. Eh bien, pour comprendre ça, ils ont fait appel à des psychanalystes lacaniens de Paris 7. Vous voyez l'espèce de... Et contre lesquels je n'ai rien, c'est des copains d'ailleurs. Hein. C'est des copains. Mais vous voyez la rupture épistémologique massive, hein, parce que vous imaginez le mélange entre Lacan et Imagine et Necker, c'est quand même chaud. Hein. Mais c'est parce que la perte de sens est tellement totale. C'est-à-dire, moi qui suis un grand savant de la biologie et qui connais les statistiques, je ne comprends plus rien parce que le patient meurt parce qu'il n'a pas voulu mon traitement. Et pour moi, c'est inaccessible. C'est inaccessible. Autrement dit, c'est-à-dire, ça veut dire quoi en termes un peu concrets? Eh bien, ça veut dire qu'on se rend compte maintenant que nos patients sont des personnes. Et qu'une personne, c'est compliqué. C'est-à-dire, une personne ne peut pas être décrite complètement par le paradigme statistique et par le paradigme biologique. Et d'ailleurs, il y a des petits stigmates de ça, vous voyez, c'est l'éducation thérapeutique, par exemple, qui est un truc qui est bien, c'est très bien. Mais vous voyez, quelque part, ça veut dire que nos patients ne fonctionnent pas bien, il faut les éduquer. C'est-à-dire que, oui, alors oui, il faut les éduquer. D'ailleurs, tous les gens qui font de l'éducation thérapeutique, ils disent qu'il faudrait changer le mot. Donc, les patients sont des personnes, et donc du coup, ça complique complètement la vie, que ce soit des personnes, mais il était aussi temps qu'on s'en rende compte. Et ce qui est nouveau encore plus, c'est que le médecin est une personne. On est en train de se rendre compte que le médecin est une personne. Et par exemple, je viens d'apprendre qu'il y a un concept de seconde victime. C'est-à-dire, quand un médecin fait une erreur thérapeutique, la première victime, c'est le patient, la deuxième victime, c'est le médecin. Et vous voyez ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, mais c'est tout d'un coup, c'est dire que le médecin peut être en souffrance, le médecin est une personne. Et du coup, ça va avoir un impact dans la recherche biomédicale auquel on ne pensait pas. C'est-à-dire, dans notre evidence-based medicine, on évalue des traitements, jamais des médecins, pour le dire vite. Hein. Vous voyez, par exemple, dans les randomisés des statines, on ne se pose jamais la question, est-ce que les femmes qui prescrivent des statines sont plus efficaces que des hommes? Est-ce que des vieux sont plus efficaces que des jeunes? Est-ce que en secteur 2 sont plus efficaces que des secteurs 1? Alors vous me direz, c'est du baratin. Mais quand une patiente femme vient consulter un médecin généraliste pour une pathologie douloureuse, eh bien elle reçoit une posologie dentalgique supérieure si elle a un médecin femme que si elle a un médecin homme. Parce que les hommes considèrent que les femmes qui se plaignent sont des hystériques. Et vous voyez, et bon, alors, ça c'est
Enfin, d'ailleurs, c'est pas une anecdote, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Mais ça ouvre la porte à des interrogations, et on sait bien, et c'est une évidence, il n'y a pas qu'en chirurgie, en psychothérapie que les soignants ne sont pas les mêmes, les médecins ne sont pas les mêmes. Et c'est pas parce que c'est la même ordonnance qu'elle va avoir la même efficacité. Hein. Et donc, du coup, et j'en arrive à la fin, du coup, eh bien, aujourd'hui, effectivement, il y a un effritement épistémologique. C'est que la tension dialectique qu'il y avait entre la pensée biologique et la pensée statistique, qui nous structurait à la fois comme soignants, dans notre savoir, et dans les connaissances médicales que produisent les savants, eh bien, cette tension dialectique entre ces deux domaines est en train de s'effriter parce que ces deux domaines évoluent et puis parce qu'on réalise qu'il ne suffisait pas à capturer l'ensemble du problème de la médecine. D'où ce malaise qu'on ressent et on ne sait plus tellement où on habite et voilà. Alors quelle est la solution? Alors la solution, d'abord, moi je pense que c'est une bonne nouvelle, il était temps. Voilà. Que d'abord, il faut le dire, donc du coup il faut en parler. Il faut faire un diagnostic, d'abord. On sent qu'il y a un malaise, il faut faire le diagnostic du malaise. Voilà. Alors après, le traitement, je crois qu'il faut se cultiver. Et je crois que les études de médecine ne poussent pas à ce que les jeunes médecins se cultivent. Tout le monde le sait. Et donc, or, cette absence de culture pousse à s'enfermer dans ce monde biostatistique. Donc se cultiver et puis développer des recherches en sciences humaines et sociales, voilà, qui sont... je terminerai juste là-dessus. Au jury du PHRC, il y a quelques années, il y avait une proposition d'essai randomisé pour évaluer une molécule dans une maladie rarissime où il y avait 20 patients en France. Et donc il disait, il n'y a pas de puissance statistique. Donc bien sûr, il n'y a pas de puissance statistique. Donc je dis, c'est ridicule, il ne faut pas faire un essai randomisé, il faut faire une étude qualitative. C'est-à-dire, il faut en fait demander aux gens, mais finalement, quand vous prenez ça, est-ce que vous vous sentez mieux? Et d'étudier ce que ça fait. Et là, il y a eu un blanc, et les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est une étude qualitative? Donc c'était normalement, c'est l'élite de la recherche clinique française, et personne ne savait ce que c'était qu'une recherche qualitative. Donc vous voyez un peu le chemin qu'il y a à parcourir pour arriver à progresser. Et je serais ravi maintenant d'en discuter avec vous.